Dès que j'ai franchi cette porte en acajou, j'ai su que j'avais pris soit la meilleure décision de ma vie, soit la pire erreur imaginable. Le visage de Patricia Whitmore s'est tordu en une expression entre un sourire et une grimace, comme si elle venait de mordre dans un citron, tout en posant pour une photo. Ses yeux ont descendu ma simple robe bleu marine, mes chaussures plates modestes, mes boucles d'oreilles de pharmacie, et je l'ai vue mentalement calculer ma valeur nette pour me juger sans valeur. Elle s'est penchée vers son fils, mon fiancé Marcus, et a murmuré quelque chose qu'elle pensait que je n'entendrais pas. Mais j'ai entendu chaque mot. Elle a dit que j'avais l'air d'une employée de maison qui s'était égarée par la mauvaise entrée, et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce dîner allait être très intéressant. Je m'appelle Ella Graham, j'ai 32 ans et j'ai une confession à faire. Au cours des 14 derniers mois, j'ai gardé un secret pour l'homme que j'étais censée épouser. Pas un petit secret comme manger la dernière part de pizza et accuser le chien. Pas un secret moyen comme le fait que je dors encore avec une peluche de mon enfance. Non, mon secret, c'est que je gagne 34 000 € par mois avant impôt. C'est encore plus indécent. Après impôt, c'est toujours le genre de chiffre qui fait faire une double prise au comptable et leur fait demander s'il y a eu une erreur. Je suis architecte logiciel senior dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du Nord-Ouest Pacifique. J'écris du code depuis l'âge de 15 ans. J'ai vendu ma première application à 22 ans. Et j'ai gravi les échelons de l'entreprise depuis lors. Je détiens 3 brevets. J'ai parlé lors de conférences internationales. J'ai des options sur actions qui feraient larmoyer vos yeux. Et Marcus pensait que j'étais une assistante administrative qui pouvait à peine payer son loyer. Je ne lui ai jamais vraiment menti. Quand nous nous sommes rencontrés dans un café il y a 14 mois, il m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai dit que je travaillais dans la tech. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, puis m'a demandé si je gérais l'agenda des cadres. J'ai souri et dit quelque chose de vague sur le soutien à l'équipe. Il a rempli les blancs lui-même, et je ne l'ai jamais corrigé. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Pourquoi aurais-je laissé l'homme que je fréquentais, l'homme dont j'étais en train de tomber amoureuse, croire que j'avais des difficultés financières alors que j'aurais pu acheter sa voiture 10 fois parce que j'ai appris quelque chose il y a longtemps de la personne la plus importante de ma vie. Ma grand-mère m'a élevée après la mort de mes parents quand j'avais 7 ans. Elle vivait dans une maison modeste dans un quartier calme, conduisait une voiture ancienne, faisait ses courses dans des supermarchés ordinaires et ne portait jamais rien d'ostentatoire. Elle m'a appris à cuisiner des repas simples, à apprécier les petits plaisirs et à ne jamais juger ma valeur par le chiffre sur mon compte en banque. Ce que je ne savais pas jusqu'à sa mort, quand j'avais 24 ans, c'est que ma grand-mère valait plusieurs millions d'euros. Elle avait bâti un petit empire commercial dans sa jeunesse, investi judicieusement, et choisi de vivre simplement parce qu'elle croyait que le caractère était plus important que les apparences. Elle m'a tout légué, avec une lettre que je garde encore dans ma table de nuit. Dans cette lettre, elle a écrit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle disait que le vrai caractère d'une personne ne se révèle que quand elle pense que personne d'important ne la regarde, quand elle croit que vous n'avez rien à lui offrir, quand elle pense que vous êtes en dessous de son attention, c'est là que vous voyez qui elle est vraiment. Donc, quand Marcus m'a invité à dîner chez ses parents, quand il a laissé entendre que ce pourrait être la soirée où les choses deviendraient sérieuses, quand il a mentionné que sa mère était très pointilleuse sur les premières impressions, j'ai pris une décision. J'allais soumettre la famille Whitmore au test que ma grand-mère m'avait enseigné. J'allais me présenter comme la femme simple et modeste qu'ils attendaient. J'allais porter des vêtements modestes, conduire ma vieille voiture et parler humblement de ma situation. Et j'allais observer comment ils traitaient quelqu'un qu'ils pensaient incapable de les aider, quelqu'un qu'ils pensaient en dessous d'eux, quelqu'un qu'ils pensaient sans rien à offrir. Et avant de me juger, avant de penser que j'étais manipulatrice ou trompeuse, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la famille de votre partenaire pense vraiment de vous? Avez-vous déjà eu ce sentiment lancinant que les sourires sont faux et les compliments vides? Avez-vous déjà voulu connaître la vérité, même si elle pouvait faire mal? Moi, je voulais savoir. J'avais besoin de savoir parce que je ne considérais pas seulement épouser Marcus, je considérais épouser sa famille. Et les familles, comme ma grand-mère me l'a aussi enseigné, c'est pour toujours. Maintenant, avant de continuer cette histoire, je veux juste prendre un moment rapide. Si vous appréciez jusqu'ici, pourriez-vous appuyer sur le bouton like et laisser un commentaire pour me dire
d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous? J'adore lire ces commentaires. Voir des gens du monde entier se connecter à toutes heures. Ça compte plus pour moi que vous ne l'imaginez. Bon, revenons à l'histoire. Le domaine des Whitmore était exactement ce à quoi je m'attendais, et parvenait quand même à me surprendre par son excès. L'allée seule était plus longue que certaines rues où j'ai vécu. Les grilles étaient en fer brut avec des accents d'or parce que, apparemment, le fer ordinaire n'était pas assez prétentieux. La pelouse était manucurée avec une précision qui suggérait que quelqu'un mesurait chaque brin d'herbe avec une règle, tandis que je conduisais ma Subaru Outback de 12 ans sur cette allée immaculée. J'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Maquillage simple, cheveux relevés en une queue de cheval basse, les petites boucles d'oreilles en or de ma grand-mère aux oreilles. Le seul bijou que je portais, j'avais l'air exactement de quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. Parfait. Marcus m'a accueilli à la porte avec un baiser qui semblait un peu théâtral, comme s'il le faisait pour un public. Ses yeux ont glissé sur ma robe, mes chaussures, mon absence d'accessoires, et j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais jamais remarqué auparavant. De la gêne, il était gêné par mon apparence. J'ai rangé cette observation pour plus tard. À l'intérieur, la maison était un monument à l'argent neuf essayant désespérément de ressembler à de l'argent ancien. Des lustres en cristal pendaient à chaque plafond, des peintures à l'huile et des cadres dorés tapissaient les murs. Bien que j'ai remarqué qu'il s'agissait d'impressions pas d'originaux, le mobilier était cher mais avait l'air inconfortable, choisi pour l'apparence plutôt que pour la fonction. Et là, debout dans le vestibule comme une reine inspectant son royaume, se tenait Patricia Whitmore. Elle avait la soixantaine bien entamée, avec un visage qui avait clairement vu plusieurs excellents chirurgiens. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un casque parfait qui nécessitait probablement un fixatif industriel pour tenir. Sa robe était de créateur, ses bijoux étaient vrais, et son sourire était absolument, complètement faux. Elle m'a tendu la main comme si elle accordait une audience. Je l'ai serrée et j'ai senti la mollesse, le rejet, l'absence totale de chaleur. Puis elle a fait ce commentaire à Marcus, celui sur le fait que j'avais l'air d'une employée de maison, et j'ai souri en prétendant n'avoir rien entendu. La soirée allait devenir très intéressante en effet. Si j'avais su dans quoi je m'embarquais cette nuit-là, j'aurais peut-être porté une armure au lieu d'une robe bleu marine. Mais encore une fois, j'ai toujours cru que la meilleure armure, c'est l'information, et j'avais fait mes recherches. La famille Whitmore possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans 3 États, pas les marques de luxe flashy qu'on voit dans les films, mais des véhicules de gamme moyenne, respectables, qui attiraient les familles ordinaires. Le père de Marcus, Harold, avait hérité de l'entreprise de son propre père et avait passé les 30 dernières années à l'étendre. Patricia s'était mariée dans la famille à 23 ans et s'était immédiatement attelée à gravir l'échelle sociale avec la détermination d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait. Ils avaient 2 enfants, Marcus, mon fiancé, avait 34 ans et travaillait comme directeur marketing dans une entreprise qui n'avait rien à voir avec l'affaire familiale. C'était apparemment un point sensible pour Harold, qui avait espéré que son fils reprenne les concessionnaires. Et puis il y avait Vivian, la sœur aînée, qui avait 38 ans et traitait la fortune familiale comme son tirelire personnel. J'avais trouvé tout cela via des registres publics, des réseaux sociaux et quelques recherches Google bien placées. J'avais vu des photos de fêtes somptueuses, d'événements mondains et de galas de charité. J'avais lu des articles sur la philanthropie de Patricia, bien qu'un examen plus attentif révèle que la plupart de ses dons venaient avec des avantages fiscaux significatifs et des opportunités de publicité. Rien de tout cela ne m'avait préparé à rencontrer Viviane en personne. Elle est arrivée 20 minutes en retard. Ce que j'apprendrai plus tard était sa signature. Faire une entrée était plus important que respecter le temps des autres. Elle a fait irruption dans le salon portant une robe qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, avec des diamants dégoulinant de ses oreilles et de son cou, comme si elle avait trébuché dans une bijouterie et en était sortie couverte de marchandises. Son salut à mon égard a été un seul mot prononcé avec la chaleur d'un poisson congelé. « Bonjour, Pess. »« Bonjour, ravi de vous rencontrer. »« Pace. »« Bonjour. » Marcus nous a tellement parlé de vous. Juste bonjour, avec un léger retroussement de lèvres qui suggérait qu'elle avait senti quelque chose de désagréable. J'ai souri et répondu bonjour.
Elle s'est tournée vers sa mère et a entamé une conversation qui m'excluait délibérément, discutant d'un événement de charité et se demandant si le fleuriste avait été viré pour le fiasco du mois dernier. Je suis restée là, tenant le verre d'eau qu'on m'avait offert, me sentant aussi bienvenue qu'une végétarienne dans un steakhouse. Marcus rôdait à proximité, l'air mal à l'aise, mais sans rien dire. C'était la deuxième observation que je rangeais pour plus tard. Harold Whitmore était une créature différente. C'était un homme imposant, du genre qui avait probablement été athlétique dans sa jeunesse, mais qui avait depuis capitulé devant les conforts de la richesse. Il m'a serré la main avec une poigne censée être impressionnante, mais qui semblait juste fatigué. Ses yeux étaient rusés. Cependant, et je l'ai vu m'observer avec quelque chose qui pouvait être de la curiosité. Il y avait un autre invité à ce dîner, quelqu'un que je n'attendais pas, un gentleman plus âgé nommé Richard Hartley. Présenté comme un vieil ami de la famille et associé en affaires, il avait la fin de la soixantaine, des cheveux argentés et des yeux perçants qui semblaient ne rien manquer. Quand il m'a serré la main, son regard s'est attardé sur mon visage avec un éclair de reconnaissance qui m'a confuse. Est-ce que je le connaissais? Avions-nous déjà rencontré quelque part? Je ne pouvais pas le placer, et il n'a rien dit. Mais tout au long de la soirée, je le surprenais à me fixer avec la même expression perplexe. Patricia nous a conduits dans la salle à manger, qui était décorée comme si quelqu'un avait eu un budget illimité et zéro goût. La table était assez longue pour accueillir un banquet royal. Les chaises étaient tapissées de ce que j'assumais être de la soie véritable, et les couverts incluaient plus de fourchettes que je n'en avais jamais vues en dehors d'un magasin de fournitures pour restaurant. Je les ai comptées. Il y en avait 6 à chaque place. 6 pour un seul repas. J'ai vu des chirurgies pratiquées avec moins d'instruments. Patricia m'a vu regarder l'argenterie et a souri. Ce sourire figé. Elle a dit qu'elle supposait que je n'étais pas habituée au dîner formel, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. J'ai dit que ma grand-mère m'avait toujours appris que ce n'étaient pas les fourchettes qui comptaient, mais la compagnie avec laquelle on partageait le repas. Le sourire de Patricia s'est légèrement crispé. Viviane a ricané dans son verre de vin, et le dîner a commencé. Le premier plat était une sorte de soupe que je n'ai pas pu identifier, mais qui coûtait probablement plus par bol que mon budget hebdomadaire d'épicerie. Patricia a profité de ce moment pour commencer ce que je considérerais plus tard comme un interrogatoire. Elle m'a demandé où j'avais grandi. J'ai dit une petite ville en Oregon. Ce qui était vrai. Elle m'a demandé sur ma famille. J'ai dit que ma grand-mère m'avait élevée, ce qui était aussi vrai. Elle m'a demandé ce que faisaient mes parents. J'ai dit qu'ils étaient décédés quand j'étais jeune. Patricia a émis un son censé être sympathique, mais qui ressemblait à un drain qui se débouchait. Elle a dit combien cela devait être difficile de grandir sans guidance appropriée. J'ai dit que ma grand-mère m'avait fourni toute la guidance dont j'avais besoin. Viviane s'est penchée en avant, ses diamants captant la lumière du lustre au-dessus. Elle m'a demandé ce que faisait ma grand-mère pour vivre. J'ai dit qu'elle avait été femme d'affaires. Les sourcils de Viviane se sont légèrement levés. Elle m'a demandé quel genre d'affaires. J'ai dit de petites entreprises. Rien de trop excitant. La vérité, bien sûr, c'est que ma grand-mère avait bâti une entreprise qu'elle avait finalement vendue pour plusieurs millions d'euros, mais ce n'était pas le genre de vérité qui servirait mon but ce soir-là. Patricia est passée au sujet suivant. Elle m'a demandé sur mon emploi actuel. J'ai dit que je travaillais dans la tech. Elle m'a demandé si j'étais secrétaire. J'ai dit que j'étais plus dans un rôle de soutien. Patricia a hoché la tête d'un air entendu, comme si cela confirmait tout ce qu'elle avait déjà décidé sur moi. Elle a dit que c'était bien, que chaque équipe avait besoin de personnel de soutien. Marcus s'est agité inconfortablement sur sa chaise, mais n'a toujours rien dit. Et c'est là que Vivien a décidé de mentionner Alexandra. Alexandra. Le nom est tombé dans la conversation comme une pierre dans une eau calme, envoyant des ondulations à travers la table. Viviane l'a dit si nonchalamment, comme si elle parlait du temps ou de la qualité de la soupe. Elle a dit qu'elle avait croisé Alexandra la semaine dernière, qu'elle allait merveilleusement bien, que l'entreprise de sa famille prospérait. J'ai observé attentivement le visage de Marcus. Quelque chose y a clignoté, vite caché. De la culpabilité, de la nervosité. C'était parti avant que je puisse l'identifier. Patricia a repris le fil avec l'enthousiasme de quelqu'un qui attendait cette opportunité. Elle a dit qu'Alexandra avait toujours été une fille si charmante, si accomplie, si bien adaptée au mode de vie de leur famille. Elle avait été la petite amie de Marcus pendant 3 ans. Le savais-je? J'ai dit que non.
Patricia a souri. Elle a dit que c'était dommage quand ils s'étaient séparés. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils finissent ensemble. La famille d'Alexandra possédait une entreprise d'importation qui traitait des véhicules de luxe, ce qui aurait été un match parfait pour les concessionnaires Whitmore. L'implication était claire. Alexandra avait été le bon choix. Je ne l'étais pas. J'ai regardé autour de la salle à manger et remarqué pour la première fois qu'il y avait des photos sur le mur derrière moi. Je me suis légèrement tournée sur ma chaise et j'ai vu une galerie de moments familiaux. Noëls, anniversaire, remise de diplôme. Et dans au moins 4 de ces photos, une belle femme aux cheveux noirs se tenait à côté de Marcus, son bras passé sous le sien, son sourire radieux. Alexandra. Patricia a suivi mon regard et n'a rien dit, mais sa satisfaction était presque palpable. Viviane a enfoncé le couteau un peu plus profondément. Elle a dit qu'Alexandra était encore célibataire. Vraiment? Une surprise que personne ne l'ait encore attrapée. Presque comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Je me suis retournée vers la table et j'ai souri. J'ai dit qu'elle avait l'air d'une femme remarquable. Ce n'était clairement pas la réponse que Viviane attendait. Elle a cligné des yeux, momentanément déstabilisée. Patricia s'est remise la première. Elle a dit oui, Alexandra était remarquable. Et puis, avec la subtilité d'un marteau-pilon, elle a ajouté qu'elle espérait que je ne me sentirais pas trop déplacée dans leur monde, vu mon background plus modeste. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par modeste. Le sourire de Patricia a montré les dents. Elle a dit qu'elle comprenait que tout le monde n'était pas né avec certains avantages, que certaines personnes devaient travailler dans des emplois ordinaires et vivre des vies ordinaires, qu'il n'y avait pas de honte à être commun. Commune. Elle m'avait appelée commune. J'ai senti quelque chose bouger en moi, mais j'ai gardé une expression neutre. J'étais venue ici pour apprendre la vérité sur ces gens, et la vérité devenait très claire en effet. Marcus a enfin pris la parole. Il a dit que sa mère n'avait rien voulu dire par là, qu'elle était juste protectrice envers lui. Patricia lui a tapoté la main et a dit « Bien sûr qu'elle était protectrice. Une mère veut toujours le meilleur pour son fils. » La conclusion non dite planait dans l'air comme de la fumée. « Et tu n'es pas le meilleur. » Harold s'est raclé la gorge et a tenté de changer de sujet. Il m'a demandé sur mes hobbies, si j'avais des intérêts en dehors du travail. J'ai dit que j'aimais lire, faire de la randonnée, cuisiner des repas simples, rien de fantaisiste. Viviane a ri et a dit que c'était adorable. Comme un enfant listant ses activités préférées, Richard, l'ami de la famille, a parlé pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Il a dit qu'il pensait qu'il y avait quelque chose à dire pour les plaisirs simples, que sa propre grand-mère avait vécu une vie modeste et avait été la personne la plus heureuse qu'il ait connue. Patricia lui a lancé un regard qui aurait pu cailler du lait. Richard l'a ignoré et a continué à me regarder avec cette étrange expression scrutatrice. Il m'a demandé le nom de ma grand-mère. J'ai dit Margaret Graham. Les sourcils de Richard se sont légèrement levés, mais il n'a rien dit de plus. Juste hoché la tête pensivement et reporté son attention sur sa soupe. Le reste du dîner s'est poursuivi de la même manière. Patricia et Viviane se sont relayées pour poser des questions conçues pour me rappeler ma place, qui dans leur esprit était quelque part bien en dessous d'elle. Marcus faisait occasionnellement de faibles tentatives pour me défendre, mais son cœur n'y était clairement pas. Harold restait majoritairement silencieux, observant les proceedings avec la résignation fatiguée d'un homme qui avait appris depuis longtemps que discuter avec sa femme était inutile. Et tout au long, Richard m'observait. Au moment où le dessert est arrivé, j'avais appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur la famille Whitmore. C'étaient des snobs de la plus haute ordre, le genre qui mesurait la valeur humaine en euros et en connexion sociale. Ils me voyaient comme un obstacle à éliminer. Un problème à résoudre? Une erreur de Marcus qui devait être corrigée. Mais j'avais aussi appris quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'attendais pas. Marcus n'était pas l'homme que je pensais. Le Marcus dont j'étais tombée amoureuse était gentil et attentif et semblait genuinement intéressé par moi en tant que personne. Mais ce Marcus, celui qui s'asseyait à la table de sa mère et la laissait me déchirer sans un mot de vraie protestation, était quelqu'un de différent, quelqu'un de plus faible, quelqu'un qui se souciait plus de l'approbation de sa famille que de défendre la femme qu'il prétendait aimer. Je me demandais lequel était le vrai Marcus. J'étais sur le point de le découvrir. Après le dessert, Patricia a annoncé que nous prendrions le café dans le salon. Les hommes se sont dirigés vers les fenêtres pour discuter affaires, tandis que Viviane s'est excusée pour passer un appel
Patricia a dit qu'elle devait parler à la gouvernante de quelque chose et nous rejoindrait dans un moment. Cela m'a laissée seule avec mes pensées et une opportunité parfaite. Je me suis excusée pour aller aux toilettes. Marcus m'a indiqué l'arrière de la maison. Le long d'un couloir bordé d'œuvres d'art prétentieuses, j'ai marché lentement, absorbant les détails. La maison était impressionnante, d'un point de vue purement financier, mais elle semblait froide, vide et comme un musée où personne ne vivait vraiment. Les toilettes étaient faciles à trouver, mais je ne les cherchais pas vraiment. Ce que je cherchais, c'était de l'information, de la compréhension, un indice qui m'aiderait à donner un sens à la soirée. J'ai trouvé quelque chose de bien mieux. En passant devant une porte partiellement ouverte, j'ai entendu des voix, celle de Patricia et celle de Vivian. Je me suis arrêtée, tous mes instincts me disaient de continuer à marcher, de respecter leur intimité, de ne pas écouter aux portes comme un personnage de soap-opéra, mais quelque chose dans le ton de Patricia m'a fait m'arrêter, quelque chose de tranchant, d'urgent. Je me suis approchée de la porte, restant dans l'ombre. Patricia disait qu'il fallait gérer cette situation rapidement, que Marcus ne pouvait pas être autorisé à faire cette erreur. Viviane était d'accord. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il m'avait vraiment amenée ici, qu'elle pensait que c'était juste une phase, comme sa période végétarienne à l'université. Patricia disait que c'était plus sérieux qu'un régime. Cette femme pouvait tout ruiner. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Elle parlait de moi, bien sûr qu'elle parlait de moi, mais ce qui est venu ensuite a vraiment fait geler mon sang. Viviane a dit que le timing ne pouvait pas être pire. Elle a dit qu'ils avaient besoin que la fusion avec la famille Castellano se fasse, et que Marcus devait être avec Alexandra pour que cela arrive. Castellano, c'était le nom de famille d'Alexandra, les importateurs de voitures de luxe. Patricia était d'accord. Elle a dit que les concessionnaires étaient en difficulté, qu'ils avaient besoin du partenariat Castellano pour survivre à l'année fiscale suivante. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Les concessionnaires Whitmore étaient en difficulté financière. J'avais soupçonné quelque chose de mes recherches, mais cela le confirmait. Viviane a continué. Elle a dit que Marcus était censé garder Alexandra intéressée pendant qu'il réglait les détails. C'était le plan. La famille d'Alexandra investirait dans les concessionnaires et en retour, ils auraient accès au réseau de distribution Whitmore. Patricia a dit que Marcus lui avait assuré qu'il gardait ses options ouvertes avec Alexandra. Options ouvertes. Pendant qu'il me proposait le mariage, je me suis appuyée contre le mur, mon esprit en ébullition. Ce n'était pas juste du snobisme. Ce n'était pas juste une famille qui n'aimait pas la petite amie de leur fils. C'était calculé, stratégique. Marcus ne m'utilisait pas juste. Mais pourquoi? Pourquoi me garder si Alexandra était toujours le plan? Viviane a répondu à ma question non dite. Elle a dit que Marcus était un idiot. Il semblait vraiment aimer cette petite secrétaire, cette personne insignifiante. Il était censé l'utiliser comme placeholder jusqu'à ce que l'accord avec Alexandra soit finalisé. Mais il s'attachait un placeholder. C'est ce que j'étais, un placeholder. Une distraction. Quelqu'un pour occuper Marcus pendant que la famille réglait ses arrangements d'affaires. Patricia a dit qu'il s'en occuperait. Elle a dit qu'ils annonceraient les fiançailles ce soir, rendraient Marcus publiquement engagé avec cette fille et trouveraient ensuite un moyen de nous séparer avant le mariage. Une fois qu'ils auraient sécurisé Alexandra, ils découvriraient un terrible secret sur moi qui justifierait la fin des fiançailles. Viviane a demandé quel terrible secret. Patricia a dit qu'ils en inventeraient un si nécessaire. Je suis restée dans ce couloir, figée, écoutant deux femmes planifier la destruction de ma relation comme si elles organisaient un dîner. Et puis Viviane a dit quelque chose qui a empiré les choses. Elle a dit qu'au moins la fille était trop stupide pour soupçonner quoi que ce soit, que Marcus avait bien choisi à cet égard. Elle était naïve, confiante, probablement juste reconnaissante que quelqu'un comme Marcus l'ait remarqué. Patricia a ri et acquiescé. Je me suis éloignée de la porte, me déplaçant silencieusement dans le couloir. Mes mains tremblaient, mais pas de douleur, de colère. Elle pensait que j'étais stupide. Elle pensait que j'étais naïve. Elle pensait que j'étais si désespérée d'amour, que j'accepterais les miettes qu'elle me jetterait. Elles n'avaient aucune idée de qui elles avaient affaire. J'ai trouvé les toilettes, me suis aspergé le visage d'eau froide et me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas brisée. Elle n'était pas dévastée. Elle réfléchissait
J'étais venue ce soir pour tester la famille de Marcus, et ils avaient échoué spectaculairement, mais le test avait révélé quelque chose que je n'attendais pas. Marcus lui-même faisait partie du problème. Il n'était pas juste coincé entre moi et sa famille. Il me trompait activement. La question maintenant était quoi faire? Je pouvais le confronter, je pouvais sortir là tout de suite et dire à tout le monde exactement ce que j'avais entendu. Je pouvais créer une scène, exposer leur plan et quitter cette maison pour toujours. Mais ce serait trop facile, trop rapide. Ils me rejetteraient comme émotive, dramatique, amère. Ils se diraient que je prouvais juste leur point sur moi. Non, si j'allais répondre à cette trahison, je le ferais à ma façon, selon mes termes, avec un plan qu'ils ne verraient jamais venir. Ma grand-mère m'avait appris beaucoup de choses, mais une leçon surpassait toutes les autres. Elle disait que quand quelqu'un vous sous-estime, il vous donne un cadeau, le cadeau de la surprise. Patricia et Vivien venaient de me donner le plus grand cadeau de tous. Elles n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. J'ai retouché mon maquillage, lissé mes cheveux et suis retournée au salon avec un sourire sur le visage. Le jeu ne faisait que commencer. Quand je suis revenue au salon, quelque chose avait changé. Le mobilier avait été légèrement réarrangé, l'éclairage ajusté. Patricia se tenait près de la cheminée avec un air d'anticipation à peine dissimulé. Harold s'était positionné près de la porte, l'air mal à l'aise. Viviane prétendait examiner un tableau, mais je l'ai surprise à jeter un regard à Marcus avec un sourire en coin. Et Marcus se tenait au centre de la pièce, l'air nerveux. Trop nerveux. Il s'est tourné quand je suis entrée, et son visage s'est ouvert en ce qui était censé être un sourire amoureux. Il s'est approché de moi, a pris mes mains dans les siennes, et a dit qu'il voulait me demander quelque chose. J'ai senti le piège se refermer autour de moi. Marcus a dit qu'il savait que nous n'étions pas ensemble depuis très longtemps et que sa famille pouvait être un peu accablante au début. Mais il a dit qu'il savait ce qu'il voulait. Il a dit qu'il me voulait, et puis il s'est mis à genoux. La bague qu'il a produite était grande et flashy, exactement le genre de choses que Patricia approuverait. C'était aussi, j'ai remarqué, immédiatement de qualité douteuse. Le diamant était trouble, le sertissage inégal. C'était le genre de bague qui paraissait impressionnante sous un éclairage tamisé, mais qui révélerait ses défauts à la lumière crue du jour. Un peu comme l'homme qui la tenait. Marcus m'a demandé de l'épouser. Derrière lui, Patricia rayonnait. C'était clairement le plan. La première étape de leur stratégie, rendre Marcus publiquement engagé avec moi, puis trouver un moyen de me disposer plus tard. En attendant, ils utiliseraient les fiançailles pour garder Alexandra en attente, en lui faisant miroiter la promesse de Marcus pendant qu'ils réglaient leurs arrangements d'affaires. J'ai compris tout cela en un battement de cœur. J'ai aussi compris que j'avais un choix à faire. Je pouvais dire non. Je pouvais rejeter cette proposition d'un homme qui m'utilisait devant une famille, qui me méprisait. Je pouvais partir avec ma dignité intacte et ne plus jamais les revoir. Mais cela mettrait fin à l'histoire trop tôt. J'ai pensé à ce que j'avais entendu dans le couloir. J'ai pensé à leur plan pour inventer un scandale sur moi. J'ai pensé à comment ils me voyaient, comme stupide, naïve, charitable. Et j'ai pensé à combien ce serait satisfaisant de leur montrer exactement à quel point ils avaient tort. Donc j'ai dit oui. Marcus a glissé la bague à mon doigt et Patricia a commencé à applaudir comme si elle était à une représentation théâtrale. Viviane a offert ses félicitations avec toute la chaleur d'un matin de janvier en Alaska. Harold a serré la main de Marcus et lui a dit qu'il avait bien fait. Richard a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de connaisseur, comme s'il soupçonnait que cette histoire avait encore quelques chapitres à venir. Je lui ai souri et il m'a souri en retour. Le reste de la soirée s'est passé dans un flou de champagne et de félicitations fausses. Patricia a parlé de la planification de la fête de fiançailles. Viviane a discuté des lieux. Harold a mentionné des opportunités d'affaires qui pourraient découler de l'union de nos familles. Bien qu'il ait trébuché là-dessus, clairement incertain de ce que ma famille pouvait bien apporter à la table. Marcus est resté près de moi, jouant le rôle du fiancé dévoué avec une conviction surprenante. Si je n'avais pas entendu ce que sa mère et sa sœur avaient dit, j'aurais pu y croire. Mais j'avais entendu, et je n'oublierai jamais. Quand la soirée s'est enfin terminée, Marcus m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. L'air de la nuit était froid et clair. Et pendant un moment, nous sommes juste restés là dans l'allée à nous regarder. Il m'a demandé si j'allais bien. Il a dit qu'il savait que sa famille pouvait être beaucoup,
Mais il a promis qu'il se réchaufferait à moi, éventuellement. J'ai dit que je comprenais. J'ai dit que j'étais juste fatiguée. Il m'a embrassé bonne nuit, et j'ai quitté le domaine Whitmore avec sa bague à mon doigt et un plan se formant dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai commencé mes recherches. Si mon travail m'a appris une chose, c'est le pouvoir de l'information, des données, de la documentation. Je passe mes jours à analyser des systèmes, à trouver des faiblesses, à optimiser des solutions. J'étais sur le point d'appliquer ces mêmes compétences à la famille Whitmore, et ce que j'ai trouvé au cours des jours suivants a confirmé tout ce que j'avais entendu, et plus encore. Les concessionnaires Whitmore étaient en effet en difficulté financière, pas juste une passe difficile, mais des problèmes structurels graves. Ils s'étaient étendus trop vite pendant les années de boom, avaient pris trop de dettes, et maintenant, les factures arrivaient. Leur principal accord de franchise était à renouveler, et le fabricant regardait d'autres options. Le partenariat avec la famille d'Alexandra n'était pas juste stratégique, il était désespéré, mais ce n'était pas tout. En creusant plus profond, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Quelque chose que les Whitmore pensaient probablement caché pour toujours. Viviane avait détourné de l'argent de l'entreprise familiale. Les montants étaient petits au début, cachés dans des rapports de dépenses et des comptes de petites caisses. Mais au fil des ans, il s'était accumulé des centaines de milliers d'euros siphonnés pour financer son mode de vie, pendant que l'entreprise luttait. J'ai imprimé tout ce que j'ai trouvé. Documents légaux, état financier, enregistrement de transactions suspectes. Et puis j'ai commencé à passer des appels. Le nom de ma grand-mère portait encore du poids dans certains cercles. Les contacts d'affaires qu'elle avait cultivés pendant des décennies se souvenaient de la famille Graham avec respect. Quand je les ai contactés, ils étaient heureux de parler. L'un de ces contacts connaissait justement Richard Hartley. Et Richard, il s'est avéré, avait son propre historique avec la famille Whitmore. Il l'avait trompé sur un accord d'affaires des années auparavant. Rien d'illégal, juste assez immoral pour laisser un goût amer. Il attendait une opportunité pour égaliser le score. J'étais sur le point de lui donner cette opportunité. Avant de continuer, je veux juste dire quelque chose du fond du cœur. Cette chaîne compte tellement pour moi, et chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement aide plus que vous ne le savez. Si vous appréciez cette histoire, pourriez-vous prendre juste 2 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner? Ça fait vraiment une différence. Merci. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. Les semaines suivantes ont été un exercice de patience et de performance. J'ai joué le rôle de la fiancée heureuse avec le talent d'une actrice primée. J'ai assisté à des dîners familiaux au domaine Whitmore. J'ai écouté les commentaires passifs-agressifs de Patricia avec un sourire. J'ai regardé Viviane exhiber ses vêtements de créateur et ses bijoux coûteux, sachant exactement d'où venait l'argent. Et j'ai observé Marcus. Il était différent maintenant, ou peut-être que je le voyais clairement pour la première fois. L'attention que j'avais autrefois trouvée charmante semblait maintenant calculée, les compliments paraissaient répétés, et son téléphone, qu'il gardait avec une vigilance croissante, bourdonnait de messages qu'il cachait rapidement de la vue. Je savais qu'il lui envoyait des textos. J'avais vu le nom clignoter sur son écran plus d'une fois, Alexandra. Un soir, j'ai dit à Marcus que je travaillais tard. Au lieu de cela, je me suis garée près du restaurant, où il était censé rencontrer un client. Il ne rencontrait pas un client, il rencontrait elle. J'ai observé par la fenêtre pendant qu'ils s'asseyaient ensemble à une table d'angle, leurs têtes proches, leur langage corporel incontestablement intime. À un moment, il a pris sa main par-dessus la table. À un autre, elle a ri à quelque chose qu'il a dit et a touché son visage. J'ai pris des photos, non parce que j'en avais besoin pour un but légal, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment. Je voulais me souvenir exactement de qui était vraiment Marcus Whitmore. Il n'était pas juste faible, il n'était pas juste un fils à maman, c'était un menteur et un tricheur, maintenant activement 2 relations, pendant que sa famille orchestrait l'issue en coulisses. La rage que j'ai ressentie à ce moment était blanche et purifiante, mais je n'ai pas agi dessus, pas encore. Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi et ajouté les photos à mon dossier croissant. Richard et moi nous rencontrions régulièrement, toujours en secret. Il avait sa propre documentation sur les pratiques commerciales douteuses des Whitmore. Il connaissait des gens qui avaient été blessés par leurs dealings au fil des ans. Il était plus que disposé à aider à les faire tomber. Mais il m'a demandé pourquoi. Il a dit qu'il comprenait ses propres motivations,
mais il voulait connaître les miennes. Était-ce juste de la vengeance ou quelque chose de plus? J'ai réfléchi longtemps à sa question avant de répondre. J'ai dit que ce n'était pas de la vengeance. C'était à propos de la vérité. J'ai dit que les Whitmore avaient passé leur vie à utiliser leur argent et leur position pour manipuler les gens. Ils traitaient quiconque ils jugeaient en dessous d'eux comme jetable. Ils élevaient Marcus pour être pareil, et ils continueraient à le faire aux autres longtemps après mon départ. J'ai dit que quelqu'un devait leur montrer que leur argent ne pouvait pas les protéger des conséquences. Richard a hoché la tête lentement. Il a dit que ma grand-mère serait fière. C'était le moment où j'ai su que j'avais pris la bonne décision. La fête de fiançailles était fixée 3 semaines plus tard. Les Whitmore l'organisaient à leur domaine, invitant tous ceux qui comptaient dans la communauté d'affaires. Patricia la traitait comme une couronnement, une opportunité pour montrer sa famille parfaite au monde. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait. J'ai passé ces 3 semaines à préparer. J'ai coordonné avec Richard. J'ai passé des appels stratégiques à des contacts de l'industrie. J'ai même contacté le fabricant de voitures qui envisageait d'abandonner les concessionnaires Whitmore. Ils étaient très intéressés par ce que j'avais à partager. Et puis la veille de la fête, j'ai fait une dernière chose. J'ai donné à Marcus une dernière chance d'être honnête. Nous étions assis dans son appartement, à passer en revue les derniers détails de la fête. Je lui ai demandé nonchalamment comment il se sentait à propos de nous, de notre avenir. Il a dit qu'il était excité. Il a dit qu'il avait hâte de m'épouser. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'il voulait me dire. N'importe quoi. Il m'a regardé avec ses yeux bleus que j'avais autrefois trouvés si charmants. Il a dit qu'il n'y avait rien. Il a dit que j'étais tout ce qu'il avait toujours voulu. Je lui ai demandé sur Alexandra. Son visage est devenu pâle. Il s'est remis rapidement, mais j'avais vu l'éclair de peur dans ses yeux. Il a dit qu'Alexandra était juste une vieille amie. Rien de plus. J'ai hoché la tête et dit que je comprenais. Et à ce moment, je comprenais vraiment. Je comprenais que Marcus ne me dirait jamais la vérité. Il mentirait en face aussi longtemps que cela servirait ses buts. Il était le fils de sa mère de part en part. Le soir suivant, j'ai enfilé une robe de mon vrai placard. Pas le numéro modeste bleu marine que j'avais porté à ce premier dîner. Celle-ci était de créateur, élégante, valant plus que tout ce que portait Patricia Combinis. Je me suis regardée dans le miroir et ai souri. Il était temps de montrer à la famille Whitmore exactement qui ils avaient sous-estimé. Le domaine Whitmore avait été transformé pour la fête de fiançailles. Des tentes blanches parsemaient la pelouse manucurée. Des lustres en cristal pendaient de structures temporaires, projetant une lumière prismatique sur la foule grandissante. Un quatuor à cordes jouait une musique classique de bon goût près de la fontaine. Des serveurs en uniforme impeccable circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre qui coûtaient probablement plus par bouchée que le salaire horaire de certains. Patricia s'était surpassée. Ce n'était pas juste une fête, c'était une déclaration. Je suis arrivée dans ma Subaru habituelle, observant les expressions des voituriers qui essayaient de réconcilier mon véhicule modeste avec la parade de Mercedes et BMW qui m'avait précédée. L'un d'eux m'a même demandé si j'étais avec la compagnie de traiteurs. J'ai souri et lui ai tendu mes clés. La marche de la zone de parking à la tente principale ressemblait à un podium. À chaque pas, je me débarrassais de la persona que j'avais portée les 3 dernières semaines. La petite amie nerveuse, la fiancée reconnaissante, la femme simple qui devrait être reconnaissante de l'acceptation réticente de Patricia Whitmore. Ce soir, j'étais Ella Graham, la vraie. Ma robe était d'un vert émeraude profond, ajustée sur mesure par un créateur, dont le nom était murmuré dans les cercles de la mode avec révérence. Mes bijoux étaient discrets, mais reconnaissables pour quiconque connaissait la qualité. Le pendentif en diamant de ma grand-mère pendait à mon cou, une pièce évaluée à plus que le coût de la plupart des voitures. Ma montre était une édition limitée que seulement 50 personnes au monde possédaient. J'avais passé les 14 derniers mois à cacher qui j'étais. Ce soir, j'arrêtais de me cacher. La première personne à me remarquer était une femme que je ne reconnaissais pas. La femme ou la petite amie de quelqu'un, debout près de l'entrée de la tente principale. Elle m'a regardée, a fait une double prise, puis a murmuré quelque chose à son compagnon. Ils m'ont tous deux fixé. J'ai continué à marcher. La deuxième personne à remarquer était Harold Whitmore. Il accueillait les invités près du bar, accomplissant ses devoirs d'hôte avec l'enthousiasme fatigué d'un homme qui préférerait regarder du golf. Quand il m'a vue, son sourire d'accueil s'est figé, ses yeux ont voyagé de mon visage à ma robe, à mes bijoux et retour.
et j'ai vu la confusion remplacer son hospitalité pratiquée. J'ai dit bonsoir et l'ai remercié d'organiser une si belle fête. Il a bégayé quelque chose sur le fait qu'il était content que je puisse venir, ses yeux essayant toujours de résoudre l'énigme que je présentais. Je suis passée avant qu'il puisse poser des questions. La tente principale était remplie de peut-être une centaine d'invités, une collection soigneusement curée d'associés d'affaires, de figures mondaines et d'amis de la famille. J'ai reconnu certains visages de mes recherches, le manager régional du fabricant de voitures, plusieurs propriétaires de concessionnaires concurrents, un journaliste du journal d'affaires local, et là, tenant court près de la fontaine à champagne, Patricia Whitmore. Elle portait une robe crème qui avait probablement coûté une petite fortune, bien qu'elle soit clairement du prêt-à-porter, malgré ses meilleurs efforts pour suggérer autrement. Ses bijoux étaient impressionnants selon des standards normaux, mais anodins selon les standards de la vraie richesse. Elle riait à quelque chose qu'un de ses invités avait dit, la tête rejetée en arrière de cette manière pratiquée qui suggérait qu'elle avait appris à feindre l'amusement à l'école de finition. Elle ne m'avait pas encore vue. J'ai pris un verre de champagne d'un serveur passant et me suis frayé un chemin à travers la foule. M'arrêtant pour me présenter à plusieurs invités en chemin, chaque interaction suivait le même schéma. Confusion devant mon apparence. Surprise quand je mentionnais être la fiancée de Marcus. Confusion renouvelée quand ma robe, mes bijoux, ma manière ne correspondait pas à ce qu'on leur avait dit sur moi. Le mot se répandait. Je le voyais dans les murmures, les regards en coin, les téléphones subtilement vérifiés pendant que les gens essayaient de comprendre qui j'étais vraiment. Bien, je suis finalement arrivée au cercle de Patricia, juste au moment où elle finissait une histoire sur son travail de charité récent. Elle s'est tournée pour accueillir la nouvelle venue avec son sourire figé standard, et puis son visage a traversé une transformation remarquable. D'abord confusion, puis reconnaissance, puis incrédulité, puis quelque chose qui pouvait être de la peur. Elle a dit mon nom comme une question. J'ai dit « Bonsoir, Patricia », et les remercié d'organiser une si belle fête. Ses yeux bougeaient rapidement, absorbant chaque détail de mon apparence. La robe qui coûtait plus que son budget mensuel pour la maison, le pendentif qui avait été présenté dans un magazine de joaillerie, la montre qu'elle n'avait probablement jamais vue en dehors d'une publicité. Elle m'a demandé où j'avais obtenu ces choses, sa voix soigneusement contrôlée, mais incapable de cacher le tremblement dessous. J'ai dit que c'était juste quelques pièces que j'avais gardées pour une occasion spéciale. Viviane est apparue aux côtés de sa mère, appelée par un signal de détresse invisible. Elle m'a regardée et son expression a traversé le même parcours que celle de Patricia. Confusion, reconnaissance, incrédulité, mais Viviane s'est remise plus vite. Elle a dit que la robe était intéressante, sa voix dégoulinant d'une douceur fausse. Elle m'a demandé si c'était une location. Je lui ai dit le nom du créateur. J'ai dit qu'il était un ami qui l'avait faite spécifiquement pour moi. Le nom du créateur a frappé Viviane comme un coup physique. C'était quelqu'un qui habillait des célébrités, qui avait une liste d'attente de plusieurs années, qui ne faisait pas de robes pour des assistantes administratives, qui pouvaient à peine payer leur loyer. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'en est sorti. Je me suis excusée pour aller trouver Marcus. En m'éloignant, j'ai entendu Patricia siffler quelque chose à Viviane sur le fait de découvrir ce qui se passait. J'ai entendu la réponse confuse de Viviane. Disant qu'elle n'avait aucune idée, que cela n'avait aucun sens, j'ai souri intérieurement et ai continué à marcher. La première phase de la soirée était terminée. La graine du doute avait été plantée. Maintenant, il était temps de la laisser pousser. Marcus m'a trouvée avant que je le trouve. Il est émergé d'un groupe d'invités près du bar, son visage pâle et ses yeux écarquillés. Il avait clairement entendu les murmures, vu les regards, essayé de réconcilier la femme devant lui avec la femme qu'il pensait connaître. Il m'a demandé ce qui se passait. Il m'a demandé où j'avais obtenu la robe, les bijoux, la transformation. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air d'une personne complètement différente. J'ai dit « J'ai l'air de moi-même ». Il m'a fixé et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux. Pas de la compréhension exactement, plus comme la première fissure dans un mur qui cachait une vérité inconfortable. Il m'a demandé si nous pouvions parler en privé. J'ai dit plus tard « J'ai dit « C'est notre fête de fiançailles après tout. Nous avons des invités à nous occuper. » Avant qu'il puisse protester, j'ai pris son bras et l'ai dirigé vers un groupe d'associés d'affaires.
C'étaient les hommes et femmes qui dirigeaient l'industrie automobile dans notre région, les gens dont les opinions comptaient vraiment pour la survie des concessionnaires Whitmore. Ils avaient observé mon entrée avec une curiosité non dissimulée. Je me suis présentée correctement cette fois, j'ai donné mon nom complet, Ella Graham, et mentionné ma position dans mon entreprise. J'ai observé leurs expressions changer quand ils ont reconnu le nom de l'entreprise, quand ils ont réalisé qui j'étais vraiment. L'un d'eux, un homme aux cheveux argentés qui gérait une chaîne de concessionnaires concurrents, a dit qu'il avait entendu parler de moi. Il a dit que son neveu travaillait dans la tech et avait mentionné mon nom en lien avec des solutions logicielles innovantes. J'ai dit que c'était très gentil de sa part. Une autre invitée, une femme qui gérait les fusions et acquisitions pour une grande firme d'investissement, m'a demandé si j'étais liée à Margaret Graham. J'ai dit qu'elle était ma grand-mère. Les sourcils de la femme se sont levés. Elle a dit que ma grand-mère avait été une femme d'affaires remarquable. Elle a dit que le nom Graham portait encore un poids significatif dans certains cercles financiers. Je pouvais sentir Marcus se tendre à côté de moi. Il n'avait aucune idée de ce que tout cela signifiait. Il n'avait jamais posé de questions sur ma famille, au-delà des plus superficielles. Il avait supposé que pauvre signifiait insignifiant, et il n'avait jamais pris la peine de regarder plus profond. Son erreur? La soirée a continué. Et avec chaque conversation, la vérité se répandait plus loin. Les gens parlaient, vérifièrent leur téléphone, confirmaient des détails. Le récit se déplaçait sous les pieds des Whitmore, et ils ne savaient pas comment l'arrêter. Richard est arrivé environ 1 heure après le début de la fête. Il m'a trouvé près du jardin de roses, momentanément seul, pendant que Marcus était tiré par son père pour une conversation urgente. Richard a dit que le représentant du fabricant était là. Il a dit que l'homme avait été très intéressé par la documentation que Richard lui avait partagée plus tôt dans la semaine. J'ai demandé s'il était prêt. Richard a dit qu'il était prêt depuis des années. Nous avons parlé quelques minutes de plus, finalisant les détails de ce qui se passerait ensuite. Puis Richard s'est fondu dans la foule et je suis retournée à mon rôle de fiancée heureuse. Patricia m'a trouvée ensuite. Elle avait regagné une partie de son calme, bien que je puisse voir la tension autour de ses yeux. Elle m'a tiré à l'écart avec une poigne plus forte que nécessaire et a exigé de savoir ce que je faisais. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle a dit la robe, les bijoux, les histoires que je racontais aux gens sur ma grand-mère et mon travail. Elle a dit qu'elle voulait savoir quel était mon jeu. J'ai dit qu'il n'y avait pas de jeu. J'ai dit que j'étais simplement moi-même. Elle a dit que c'était impossible. Elle a dit que Marcus lui avait parlé de ma situation. Elle a dit que j'étais une secrétaire qui vivait dans un studio et conduisait une voiture qui appartenait à une casse. J'ai dit que Marcus avait fait certaines suppositions. J'ai dit que je ne lui avais jamais dit ces choses. Le visage de Patricia s'est figé. J'ai dit que je travaillais dans la tech, ce qui était vrai. J'ai dit que j'avais un rôle de soutien, ce qui était aussi vrai puisque les architectes soutiennent les équipes de développement. J'ai dit que je n'avais jamais prétendu être pauvre. J'ai dit que je n'avais simplement jamais corrigé leurs suppositions. Elle m'a demandé pourquoi. Je l'ai regardée directement. J'ai dit « Ma grand-mère m'a appris que le vrai caractère d'une personne ne se révèle que quand elle pense que personne d'important ne regarde. » J'ai dit « Je voulais savoir qui était vraiment la famille Whitmore. » Le visage de Patricia s'est vidé de sa couleur. J'ai dit « Maintenant, je sais », avant qu'elle puisse répondre. Le quatuor à cordes s'est arrêté de jouer. La voix de Harold Whitmore est venue sur le système de haut-parleurs. Annonçant qu'il était temps pour les toasts et discours officiels, Patricia m'a regardée avec quelque chose qui pouvait être de la peur. J'ai souri et me suis dirigée vers la scène. L'événement principal était sur le point de commencer. La scène avait été installée à l'extrémité de la tente principale, décorée de fleurs et d'un éclairage doux, qui était probablement censé être romantique, mais qui ressemblait plutôt à un projecteur attendant son moment. Harold se tenait au microphone, accueillant les invités et les remerciant d'être venus célébrer cette occasion spéciale. Il a parlé de famille, de tradition, de l'importance de partenariats solides dans les affaires, comme dans la vie. Ses yeux n'arrêtaient pas de se diriger vers Patricia, qui se frayait un chemin à travers la foule, vers la scène avec la détermination d'un général approchant un champ de bataille. Elle a atteint le microphone juste au moment où Harold finissait ses remarques. Elle a pris le relais en douceur, son calme fermement en place, son sourire aussi figé et parfait que jamais.
Elle a dit qu'elle était si heureuse d'accueillir tout le monde à cette célébration des fiançailles de son fils. Elle a dit que Marcus s'était trouvé une jeune femme merveilleuse, quelqu'un qui serait un ajout parfait à la famille Whitmore. Elle a dit qu'ils avaient des plans excitants pour l'avenir, des plans qui assureraient que l'héritage Whitmore continue pour les générations à venir. Puis, elle a commencé à faire allusion à des opportunités d'affaires. Elle a parlé de croissance et d'expansion. Elle a parlé de nouveaux partenariats et d'alliances stratégiques. Elle a parlé des concessionnaires Whitmore entrant dans un nouveau chapitre excitant. J'ai vu le représentant du fabricant se dandiner inconfortablement. J'ai vu Richard croiser son regard et hocher la tête presque imperceptiblement. Patricia construisait vers quelque chose. Elle utilisait cette fête de fiançailles comme plateforme pour une sorte d'annonce d'affaires, probablement liée à la fusion Castellano, qui était censée sauver leur entreprise. Elle a appelé Marcus sur scène. Il a monté les marches, l'air nerveux, bien qu'il essaye de le cacher derrière son sourire pratiqué. Il s'est tenu à côté de sa mère et a regardé la foule. Me cherchant, son expression compliquée, Patricia a dit qu'il y avait une personne de plus qui devrait être sur cette scène. Elle a dit qu'elle voulait accueillir sa future belle-fille, la femme qui avait capturé le cœur de son fils. Elle a dit mon nom et la foule s'est tournée pour me regarder. J'ai posé mon verre de champagne et me suis dirigée vers la scène. L'attente était silencieuse, sauf pour mes pas. Tous les yeux étaient sur moi. Les murmures avaient fait leur travail. Tout le monde savait que quelque chose se passait, que cette fête de fiançailles était sur le point de devenir quelque chose d'autre entièrement. J'ai monté les marches et me suis tenue à côté de Marcus. Il a tendu la main pour la mienne, mais sa poigne était incertaine, questionnante. Patricia m'a tendu le microphone avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a dit qu'elle était sûre que je voulais dire quelques mots. J'ai regardé le microphone dans ma main, j'ai regardé Marcus, j'ai regardé Patricia qui pensait être en contrôle, j'ai regardé la foule remplie de gens qui pouvaient faire ou défaire l'avenir de la famille Whitmore. J'ai dit « Oui ». Je voulais dire quelques mots. Et puis j'ai commencé à parler. J'ai dit que je voulais remercier Patricia pour l'accueil chaleureux qu'elle m'avait donné. J'ai dit que je voulais reconnaître la famille Whitmore pour m'avoir montré exactement qui ils étaient au cours des dernières semaines. Le sourire de Patricia a vacillé. J'ai dit « Quand je suis venue dans cette maison pour la première fois, j'ai pris une décision. J'ai décidé de laisser les Whitmore voir une version simple de moi, une femme sans vêtements chers ou crédentials impressionnants, une femme qu'ils pourraient considérer en dessous de leur attention. » La foule était absolument silencieuse. J'ai dit que je voulais voir comment ils traiteraient quelqu'un qu'ils pensaient incapable de les aider, quelqu'un qu'ils pensaient sans rien à offrir, quelqu'un qu'ils pensaient, dans les mots de Patricia, « commun ». Le visage de Patricia est devenu blanc. J'ai dit que ce que j'avais trouvé était illuminant. J'ai décrit le dîner où j'avais été comparée défavorablement à l'ex-petite amie de mon fiancé. J'ai décrit les insultes murmurées que Patricia pensait que je n'entendais pas. J'ai décrit être appelée l'employée de maison, être appelée common, être appelée une chasseuse d'or par des gens qui ne savaient rien de moi. Marcus me fixait maintenant, son visage un masque d'horreur. J'ai dit « Et puis j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censée entendre ». J'ai décrit la conversation dans le bureau. J'ai décrit Viviane et Patricia discutant comment me retirer de la vie de Marcus. J'ai décrit apprendre que j'étais juste un placeholder. Quelqu'un pour occuper Marcus pendant que la famille arrangeait son vrai avenir avec Alexandra Castellano. Des halètements ont ondulé à travers la foule. J'ai dit « J'ai découvert que les concessionnaires Whitmore étaient en grave difficulté financière. » J'ai dit « J'ai appris qu'ils étaient désespérés pour une fusion avec la famille Castellano pour survivre. » J'ai dit que j'avais découvert que Marcus gardait ses options ouvertes avec Alexandra tout le temps que nous étions ensemble. J'ai sorti mon téléphone et ai montré une photo sur l'écran. Marcus et Alexandra au restaurant, se tenant la main par-dessus la table. J'ai dit que c'était pris il y a 2 semaines, pendant que Marcus était censé travailler tard. La foule a éclaté en murmures. Marcus m'a attrapé le bras. Il a dit que ce n'était pas ce que ça paraissait. Il a dit qu'il pouvait expliquer. J'ai dit qu'il avait déjà expliqué. J'ai dit que je lui avais donné la chance d'être honnête la veille et qu'il avait choisi de mentir. Je me suis retournée vers la foule. J'ai dit qu'il y avait plus. L'attente était redevenue complètement silencieuse. Chaque personne dans cette foule comprenait qu'elle assistait à quelque chose d'inédit. Les règles confortables des événements mondains avaient été suspendues. Les masques tombaient,
J'ai dit que j'avais passé les dernières semaines à rechercher l'entreprise familiale Whitmore. J'ai dit que j'avais trouvé des choses intéressantes. J'ai mentionné les records financiers, le crédit surétendu, les ventes en déclin, l'accord de franchise qui était sur le point d'être terminé. Le visage de Harold Whitmore était devenu gris. J'ai dit que j'avais aussi trouvé des preuves de quelque chose de plus sérieux. J'ai regardé directement Viviane, qui se tenait près du fond de la tente, figée comme un cerf dans les phares. J'ai dit que Viviane Whitmore avait détourné de l'argent de l'entreprise familiale pendant des années. J'ai dit que les montants avaient commencé petits mais avaient grandi avec le temps. J'ai dit que le total était maintenant dans les centaines de milliers d'euros. Le mari de Viviane s'est tourné vers elle avec une expression de pur choc. Viviane a crié que c'était un mensonge. Elle a dit que je n'avais pas de preuves. Elle a dit que j'étais juste une femme amère essayant de détruire leur famille. Richard s'est avancé de la foule. Il a dit qu'il avait des preuves. Il s'est dirigé vers la scène, portant un dossier que je savais contenir des années de documentation, records bancaires, rapports de dépenses, historique de transactions. Tout ce qu'il fallait pour prouver exactement ce que Viviane avait fait. Il a tendu le dossier au représentant du fabricant, qui s'était approché de la scène, avec l'air d'un homme dont les pires soupçons étaient confirmés. Richard a dit qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Il a dit que les Whitmore l'avaient trompé sur un accord d'affaires il y a 15 ans et qu'il n'avait jamais oublié. Il a dit que quand Ella l'avait approché avec des preuves de leurs méfaits actuels, il avait été heureux de contribuer ce qu'il savait. Patricia a retrouvé sa voix. Elle a dit que c'était scandaleux. Elle a dit que nous n'avions pas le droit de faire ces accusations. Elle a dit qu'elle nous poursuivrait pour diffamation. J'ai dit qu'elle était bienvenue d'essayer. J'ai dit que tout ce que j'avais partagé était documenté et vérifiable. J'ai dit que les records financiers étaient des informations publiques disponibles pour quiconque savait où regarder. J'ai dit que les preuves du détournement de Vivien avaient été compilées de sources qui tiendraient dans n'importe quel tribunal. J'ai regardé Marcus, qui se tenait encore à côté de moi, l'air d'un homme dont le monde entier s'était effondré. J'ai dit qu'il y avait une chose de plus. J'ai tendu la main et retiré la bague de fiançailles de mon doigt. Le diamant trouble a capté la lumière, révélant tous ses défauts. J'ai dit que je n'épouserais pas Marcus Whitmore. J'ai dit que je n'avais jamais eu l'intention de le faire. Pas après avoir appris la vérité sur lui et sa famille. J'ai dit que la seule raison pour laquelle j'avais dit oui à sa proposition était de leur donner assez de cordes pour se pendre. J'ai tendu la bague à Marcus. J'ai dit qu'il devrait la donner à Alexandra. J'ai dit qu'elle était clairement celle qu'il voulait vraiment. Le visage de Marcus s'est effondré. Il a dit que ce n'était pas vrai. Il a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Il a dit que la chose avec Alexandra était juste des affaires. Quelque chose que sa mère avait arrangé. J'ai dit que c'était exactement le problème. J'ai dit qu'il avait laissé sa mère arranger sa vie, ses relations, son avenir. J'ai dit qu'il ne s'était jamais levé pour moi quand sa famille m'attaquait. J'ai dit qu'il avait menti en face sur Alexandra même quand je lui avais donné la chance d'être honnête. J'ai dit qu'un homme qui ne pouvait pas être honnête avec la femme qu'il prétendait aimer n'était pas un homme que je voulais épouser. La foule était absolument silencieuse. Je me suis tournée pour les affronter une dernière fois. J'ai dit que j'étais Ella Graham. J'ai dit que j'étais une architecte logicielle senior qui avait bâti une carrière par un travail acharné et l'intégrité. J'ai dit que je gagnais plus d'argent en un mois que la plupart des gens en un an, et que je vivais simplement parce que ma grand-mère m'avait appris que la richesse n'était pas la mesure de la valeur d'une personne. J'ai dit que les Whitmore m'avaient montré leur vrai caractère. Ils s'étaient révélés comme des gens qui jugeaient les autres par leur compte en banque et leur statut social. Ils m'avaient traité avec mépris parce qu'ils pensaient que je n'avais rien à leur offrir. J'ai dit que c'était le genre de caractère qui les détruirait éventuellement avec ou sans mon aide. J'ai posé le microphone sur le podium et suis descendue de la scène. La foule s'est écartée pour moi comme de l'eau. Personne n'a parlé. Personne n'a essayé de m'arrêter. Derrière moi, j'ai entendu le chaos commencer. Je ne me suis pas retournée pendant que je traversais la tente. Mais je pouvais tout entendre. La voix de Patricia, nette et désespérée, essayant de sauver la situation, elle disait qu'il y avait eu un malentendu, que j'étais clairement perturbée, que rien de ce que j'avais dit n'était vrai, mais les dommages étaient faits. Je pouvais entendre le représentant du fabricant parler dans son téléphone, sa voix tranchante et professionnelle. Je pouvais entendre d'autres invités murmurer, certains se dirigeant déjà vers les sorties, voulant se distancer du désastre qui se déroulait devant eux. J'ai atteint le bord de la tente et me suis arrêtée.
Viviane avait coincé son mari près du bar, essayant d'expliquer, de justifier. Son expression était de pierre. Il la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue avant. Comme si la femme qu'il avait épousée avait été remplacée par une étrangère portant son visage. Harold était affalé sur une chaise, la tête dans les mains. Le patriarche de l'Empire Whitmore, abaissé par l'exposition de secrets qu'il avait probablement soupçonnés, mais jamais voulu reconnaître. Et Marcus. Marcus se tenait seul sur la scène, la bague rejetée encore serrée dans sa main. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Colère, chagrin, regret. Cela n'importait plus. Je suis sortie de la tente dans l'air frais de la nuit. Les étoiles étaient brillantes au-dessus, indifférentes au drame humain qui se jouait en dessous. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'un air qui semblait plus propre, plus léger. Richard m'a trouvé près de la fontaine quelques minutes plus tard. Il a dit que c'était fait. Il a dit que le fabricant avait déjà passé l'appel. Les concessionnaires Whitmore perdraient leur accord de franchise d'ici la fin du mois. J'ai demandé s'il se sentait satisfait. Il a dit que satisfaction n'était pas tout à fait le bon mot. Il a dit que cela ressemblait plus à du soulagement, comme une dette enfin payée. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il m'a demandé ce que je ferais maintenant. J'ai dit que j'irais chez moi. J'ai dit que je dormirais bien pour la première fois depuis des semaines. J'ai dit que je me réveillerais demain et continuerais à bâtir la vie que j'avais créée pour moi-même. La vie qui n'avait rien à voir avec Marcus Whitmore ou sa famille. Richard a hoché la tête. Il a dit que ma grand-mère aurait été fière de moi ce soir. J'ai senti des larmes piquer mes yeux, inattendues et indésirables. J'ai dit « J'espère ». Il m'a tendu une carte de visite. Il a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devrais appeler. Il a dit qu'il m'en devait une. J'ai rangé la carte dans mon sac et l'ai remercié. Puis je me suis dirigée vers la station de voiturier et récupéré ma vieille Subaru d'un attendant très confus et a quitté le domaine Whitmore pour la dernière fois. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir les invités sortir en flux de la tente, la fête se dissolvant en chaos. Je pouvais voir Patricia gesticuler sauvagement, essayant toujours de contrôler un récit qui avait complètement échappé à son emprise. J'ai tourné mes yeux vers la route et n'ai plus regardé. Le trajet chez moi était calme. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit dans la nuit, laissant les kilomètres mètres de la distance entre moi et tout ce qui s'était passé. Quand j'ai enfin atteint mon appartement modeste, je suis restée dans la voiture un long moment avant d'entrer. J'ai pensé à Marcus, à l'homme que je croyais qu'il était, et à l'homme qu'il s'était avéré être. J'ai pensé à combien j'étais passée près de l'épouser, de lier ma vie à la sienne, de devenir partie d'une famille qui m'aurait traitée avec mépris pour toujours. J'ai pensé à ma grand-mère et à la leçon qu'elle m'avait enseignée sur le caractère et la valeur. Et j'ai pensé à l'avenir, mon avenir, celui que je construirais pour moi-même selon mes propres termes, avec des gens qui me valoriseraient, pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais leur donner. Je suis sortie de la voiture et suis entrée. Mon appartement était petit et simple, juste comme je l'aimais. J'ai fait une tasse de thé, changé de ma robe de créateur, et me suis assise près de la fenêtre dans mon vieux peignoir confortable. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, des milliers de vies se jouant dans des milliers de fenêtres. J'étais juste l'une d'elles. Rien de spécial, rien d'extraordinaire. Et c'était exactement comme je le voulais. Une semaine plus tard, j'étais assise à ma table de cuisine avec mon café du matin quand mon téléphone a buzzé avec une alerte news. Le titre disait « Whitmore Automotive face à la fermeture après la terminaison de la franchise ». J'ai lu l'article lentement, absorbant les détails. Le fabricant avait officiellement mis fin à son partenariat avec les concessionnaires Whitmore, citant des préoccupations sur la gestion financière et les pratiques éthiques. Sans l'accord de franchise, les concessionnaires ne pouvaient pas vendre de nouveaux véhicules. Sans vente de nouveaux véhicules, l'entreprise ne pouvait pas survivre. L'article mentionnait que plusieurs anciens partenaires d'affaires s'étaient manifestés avec leurs propres plaintes sur les pratiques de la famille Whitmore. Il mentionnait qu'une enquête interne avait révélé des irrégularités financières qui étaient maintenant examinées par les autorités. Il mentionnait que Viviane Whitmore avait été priée de démissionner de son poste dans l'entreprise en attendant une enquête plus approfondie. Il ne me mentionnait pas. J'avais demandé à Richard de garder mon nom en dehors, et il avait honoré cette requête. L'histoire serait sur les méfaits propres des Whitmore.
pas sur la femme qui les avait exposés. Je ne voulais pas de gloire ou de reconnaissance. Je voulais juste que la vérité sorte, et elle l'avait. J'ai fini mon café et regardé autour de ma petite cuisine, la même cuisine où j'étais assise un mois plus tôt quand j'avais conduit pour la première fois au domaine Whitmore pour rencontrer la famille de Marcus. La même cuisine où j'avais pris la décision de les tester pour voir qui ils étaient vraiment sous leur surface polie. Tant de choses avaient changé depuis, et tant de choses étaient restées exactement les mêmes. Mon téléphone a buzzé à nouveau. Cette fois, c'était un texto de Marcus. Il disait qu'il avait besoin de me voir. Il disait qu'il pouvait tout expliquer. Il disait qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il tenait encore à moi. Il demandait si nous pouvions nous rencontrer pour un café, juste pour parler. J'ai regardé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines portes, une fois fermées, devraient se rester fermées. Je me suis levée et suis allée à ma fenêtre, regardant le soleil du matin se lever sur la ville. Ça allait être une belle journée. Une journée pour de nouveaux débuts, pour avancer, pour construire quelque chose de mieux. Le pendentif de ma grand-mère pendait à mon cou, chaud contre ma peau. Je l'ai touché doucement, pensant à la femme qui m'avait tout appris sur le caractère et la valeur. Elle avait vécu sa vie simplement, non parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle comprenait que les choses qui comptent vraiment ne peuvent pas s'acheter. L'amour, l'intégrité, le respect de soi, la connaissance que vous avez agi selon vos principes, même quand il aurait été plus facile de compromettre. Les Whitmore avaient pensé qu'ils pouvaient acheter leur chemin à travers la vie. Ils avaient cru que l'argent et le statut les rendaient meilleurs que tout le monde, les autorisant à traiter les gens comme ils voulaient sans conséquence. Ils avaient tort. Je me suis détournée de la fenêtre et me suis préparée pour le travail. Mon travail régulier dans mon entreprise régulière, faisant le travail que j'aimais avec des gens qui me respectaient pour mes compétences et mon caractère, plutôt que pour mon compte en banque. L'histoire de la famille Whitmore continuerait à se dérouler dans les semaines et mois à venir. Il y aurait des enquêtes et des procédures légales. Il y aurait des conséquences et des répercussions. L'empire qu'ils avaient bâti sur une fondation d'arrogance et de tromperie s'effondrerait pièce par pièce, mais c'était leur histoire maintenant, pas la mienne. Mon histoire ne faisait que commencer, et elle serait écrite selon mes propres termes, dans mes propres mots, selon mes propres valeurs. C'était la leçon que ma grand-mère m'avait enseignée. C'était la vérité que j'avais portée avec moi à travers chaque moment du mois passé. La valeur d'une personne n'est pas mesurée par son compte en banque ou son statut social ou les opinions de gens comme Patricia Whitmore. Elle est mesurée par son caractère, par les choix qu'elle fait quand personne ne regarde, par la façon dont elle traite les gens qui ne peuvent rien pour elle. Les Whitmore avaient échoué ce test complètement, et j'avais enfin trouvé la réponse que je cherchais. La réponse était que je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de l'amour de Marcus. Je n'avais besoin de la validation de personne pour connaître ma propre valeur. Je savais déjà qui j'étais et c'était... I mean this. Very odd. Oh, good thing you remember, Super Christ. I needed a bucket for lava. Sure. Man, that past red's a hoot. What is she doing? What is she getting up to? All these strange, wacky adventures? It bothers you every time we come to this town? Ah. See, problem is I don't have a bucket. The merchant took the milk and the bucket, so out of my hands. That's truly nothing we can do. Yes. Haven't completely boned it in regards to my sugarcane farm. Huzzah, hooray! Yay! I'll plant it, I'll plant it, I'll plant it. Ye of little faith. I'll remember. I've been known to remember things. Yeah. It's very likely. All signs point to yes. I'll remember. As I remember the shame I felt when everyone was like, did you plant any?
Because you hate me. Just gonna go away from the rain. I like making a perfectly tessellated sugarcane farm. I mean, the perfect right spot to not get wet. Jolly good. I have heard the word tessellated. Do you think any less of me for not necessarily knowing what it means? How does one tessellate? I wonder if we'll fish up any rare fish. It's a rainy day. Oop. Red, red. Yes. Oh, oops. My boot's good, baby. Make a copper lightning rod near villages. That would require me to have copper. Oh, bloody hell. Oh yeah, no, the storm's... Storm has passed. Whoopsie daisy. How was I meant to know? How was I meant to know? Apologies. I might get 10 of each before I move on to other ventures. Advancement gone. You're telling me I'm never going to be able to see another lightning storm ever again? Run ruined. That's a shame. I mean, I guess not just a very busy man. There's only so many times per game you can activate the storm button.